Ravie de vous retrouver. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne quinzaine? Ça fait 15 jours déjà qu'on ne s'est pas vu. Et donc je suis très contente de vous retrouver ce soir sur un thème qui fait fureur en ce moment, mais je trouve ça cool. C'est le postpartum. C'était pas très connu il y a quelque temps, on savait pas trop même ce que ça voulait dire postpartum. Et puis en fait, ces dernières années, ça s'est un petit peu démocratisé. Donc on a reçu pas mal de questions avec toute l'équipe de 9 mois. Et parmi ces questions, on avait justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce postpartum? Donc post, ça veut dire après, partum, c'est l'accouchement. Donc postpartum, ça définit la période après l'accouchement. Et en général, on dit que c'est entre l'accouchement et le retour de couche. Qu'est-ce que le retour de couche? Alors le retour de couche, c'est le retour des règles. Pas des saignements, parce que des saignements, il y en a quelques-uns après l'accouchement. Non, le retour d'un cycle avec des règles. Et ce retour du cycle avec les règles, il est différent selon chaque femme, selon que vous allaitez ou pas, si vous prenez une contraception ou pas. Donc, pour faire simple, le postpartum, c'est l'après-accouchement et ça dure quelques mois. Et c'est une phase super sensible dans la vie d'une femme, ça c'est clair, mais même dans la vie d'un couple. Voilà. Donc en fait, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ce soir. Je suis vraiment à votre disposition, à la cool, là, juste pour vous. Alors pour commencer, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, je vais déjà répondre aux personnes qui ont posé des questions en amont. Alors on a Noémie donc, qui nous a demandé combien de temps cela dure-t-il. Donc Noémie, tu vois, c'est en fonction de ton retour de couche, mais c'est en général... tu vois, si tu n'allaites pas, le retour de couche, c'est 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement. Voilà, c'est rapide quand même, hein, le temps que le corps se remette un petit peu de la naissance et lance un nouveau cycle. Si tu allaites, tant que tu allaites, en fait, tu n'as pas de règles. Mais, et là je réponds à la question d'une autre personne, on peut quand même avoir des ovulations intempestives, pas forcément avoir des saignements, et tomber enceinte pendant un allaitement. Donc l'allaitement n'est pas une contraception efficace. Je sais que si vous lisez que on allaite de manière exclusive, c'est sûr, on n'a pas d'ovulation. Méfiance. Demandez à vos mamans, à vos grands-mères. Et souvent, il y a eu des grossesses sur allaitement. Donc voilà, il vaut mieux une contraception. Après, il y a plein de types de contraception et ça fait partie du rôle de la sage-femme de vous prescrire une contraception dès la sortie de la maternité. Ça peut être une pilule microprogestative qui n'est pas incompatible avec l'allaitement. Et puis, ça peut être un stérilet plus tard. Why not? Ça, c'est à vous de choisir. Alors, on avait aussi Tismé qui nous avait demandé comment gérer les tranchées. Qu'est-ce que c'est que les tranchées? Alors, les tranchées, c'est le nom qu'on donne aux contractions, parce qu'il y a encore des contractions après l'accouchement. Heureusement qu'il y a des contractions après l'accouchement, parce qu'il faut que l'utérus s'involue, c'est-à-dire que cet utérus, qui est à la base un tout petit muscle comme ça, de la taille d'une figue, il a grandi jusqu'à la taille d'une pastèque. On aime bien être dans les fruits et légumes pour la grossesse, voilà. Et en fait, après, il faut qu'il reprenne sa forme, et ça se fait avec des contractions. Et c'est vrai que c'est surtout après le deuxième enfant où on peut sentir très fort ces contractions, d'où le nom un petit peu impressionnant de tranchée. Donc c'est vrai que ça peut faire assez mal, c'est pas aussi fort que des contractions de travail, mais quand même. Donc comment les gérer? Alors prendre un antispasmodique, ça c'est sûr, de manière systématique, parce que vous savez, la douleur, en fait, si on installe un traitement de manière systématique, on anticipe un peu la douleur, donc ça peut vous aider. Alors l'antispasmodique n'est pas un antalgique, hein, ça n'enlève pas la douleur, mais ça va calmer un petit peu les contractions. Tout ce qui est chaleur, mettre une bouillotte sur le ventre, boire une tisane, prendre une douche chaude, ça va aussi relaxer un peu les muscles donc, et l'utérus.
Se reposer, on ne le dira jamais assez, il faut vraiment vous reposer après avoir accouché. Ça, on va en reparler, mais alors la question du rythme, elle est fondamentale. Et en fonction de comment s'est passée votre grossesse, et puis de votre tempérament, parfois vous avez envie vous dites ça y est, je vais accoucher, je vais reprendre un rythme. Et en fait, vraiment, là, il faut être très slow, quoi. C'est vraiment, on ralentit, quoi. Quand le bébé est là, c'est important. Et la grossesse vous amène dans cette énergie-là. Plus vous progressez dans la grossesse, plus vous descendez, pas en énergie, vous descendez dans votre profondeur, avec une énergie qui est très profonde et où on est plus calme. Voilà, c'est important parce que c'est une des clés pour justement gérer aussi tout le flot d'émotions qui se présente à vous quand vous êtes dans cette phase du postpartum qu'on appelle aussi le 4e trimestre. C'est très bien nommé, le 4e trimestre. Parce que ça veut dire encore une phase où il va falloir mettre plein d'attention autour de la mère et de l'enfant. La mère et l'enfant. Et qui est-ce qui est mieux placé que le conjoint, la partenaire pour être autour de vous quand vous avez la chance d'être en couple. Ok. Donc les tranchées, voilà, ça passe. C'est comme tout le reste. Et puis, n'hésitez pas à en parler à votre gynécologue. La question du lien avec la sage-femme, le gynécologue, l'équipe soignante, après la naissance, elle est aussi très importante. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un suivi pendant la grossesse qui est bien prévu, timé, on a l'habitude. Et puis en postnatal, on peut se sentir un petit peu laissé dans son coin, à la maison. Non, il y a des visites sage-femme à domicile, il y a une visite postnatale chez le gynéco, il y a des visites chez le pédiatre. Vous prenez votre téléphone, vous appelez votre sage-femme, elle peut vous donner autant de consultations que nécessaire, soit à domicile, soit à son cabinet, pour vous accompagner, parce que malheureusement, on ne peut pas prévoir quand les questions vont survenir, en fonction de votre corps, de comment vous vous remettez, et puis en fonction de votre enfant également. Donc le lien, on ne le rompt pas avec le professionnel qui a suivi la grossesse au moment de l'accouchement. Ça continue encore. Et n'hésitez pas, vous, à solliciter ces soignants. Alors, je prends un petit peu aussi des questions au fur et à mesure. Salut Clélia. Donc, bonjour, j'ai accouché au mois de décembre. Je suis sous contraception qui arrête les règles. Je n'allaite pas, mais je n'arrête pas de perdre du sang en grande quantité. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, cette contraception, c'est bien une pilule dont on parle ou est-ce que c'est une contragestion, un stérilet? De toute façon, c'est pas normal de perdre du sang en continu en ayant accouché au mois de décembre. Donc, en plus, ça fatigue énormément. Donc, il faut absolument reconsulter, Clélia. Donc, la personne qui a prescrit cette contraception. Parce que c'est pas parce que vous repartez avec une ordonnance de contraception que c'est dit que vous allez supporter très bien cette contraception. Et là, perdre du sang en continu, c'est pas normal. Donc, il faut aller consulter parce que sinon, vous allez être très fatigué. Puis, ça veut surtout dire que le corps est pas très ok pour cette contraception-là parce que, ok, il y a un petit peu besoin de temps quand même pour s'habituer à, par exemple, un stérilet. Et donc, il y a un ou deux cycles comme ça où on sent le stérilet. Mais après, ça doit rentrer dans l'ordre. Sinon, il faut changer la contraception, Clélia. Voilà, j'espère que ça vous aide. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, le postpartum se passe très bien pour moi. C'est Nanou Aurore qui nous dit ça. J'ai la meilleure des sages-femmes. Ah, c'est cool, je suis contente. Donc, au moins, parce que c'est vrai que notre thème, c'est le postpartum positif. Pourquoi on a voulu dire avec 9 mois le postpartum positif? Parce qu'on parle beaucoup du postpartum. On montre beaucoup d'images. Et puis c'est parfois, à mon sens, et pourtant je suis sage-femme, un petit peu agressif, un petit peu violent comme ça. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on soit informé, qu'on vous informe sur ce postpartum, sur vraiment ce qui vous attend, en faisant quelques généralités sur les femmes, parce que voilà, on accouche, on va avoir des saignements, ça peut durer 3 semaines après l'accouchement, mais selon les femmes, vous pouvez avoir 1 semaine très forte de saignement, puis après ça va s'arrêter.
d'autres ça va être 2 semaines, donc voilà, mais ça on le sait. Donc il faut se reposer, ça c'est très important. Après, le postpartum, il est différent selon qu'on ait eu un accouchement voix basse et une césarienne aussi, ça c'est une réalité. Donc je prends une autre question. Chez Hernandez qui nous dit: est-on obligé de prendre une contraception après l'accouchement? Peut-être une question bête. Alors non, il n'y a pas de question bête, merci pour votre question. Donc vous n'êtes obligé de rien du tout. C'est votre corps, c'est vous qui décidez, ça c'est clair. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez tomber enceinte très rapidement après avoir accouché, puisque les règles peuvent revenir donc 1 mois et demi après l'accouchement. Donc ça veut dire qu'avec une ovulation, avec une possibilité de retomber enceinte. Et c'est vrai que si on peut éviter de retomber enceinte aussi rapprochée, c'est peut-être mieux parce que ça vous laisse le temps de récupérer. Ça c'est clair. Donc après, il y a plein de sortes de contraception qui existent. Hein. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais je le répète vite fait. Les pilules, le stérilet, et puis si vous voulez pas prendre ça, il y a les préservatifs. Mais il faut vraiment faire attention. Voilà. Juliette, bonjour. J'accouche d'une petite fille d'ici 1 semaine. À quel moment vais-je pouvoir reprendre le sport? Bon, déjà, belle fin de grossesse à vous. On vous souhaite un bel accouchement. Pour reprendre le sport, donc, c'est là que ça me permet de répondre aussi à une question qui a été posée en amont par une personne qui suit le compte 9 mois. Donc en fait, vous allez 1 mois et demi après votre accouchement, qu'il ait eu lieu par voie basse ou par césarienne, voir votre gynécologue pour une visite postnatale ou votre sage-femme. Et à ce moment-là, il va être question de rééducation périnéale et abdominale. Donc cette phase de rééducation, elle est importante. Votre corps, pendant 9 mois, il a énormément changé. Il a beaucoup changé pour une période courte. 9 mois, c'est court, c'est long. Bon, on se comprend. Et le corps a beaucoup changé. Avec une descente, si vous voulez, un relâchement au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est un ensemble de muscles qui est dans l'entrejambe et qui soutient la vessie d'utérus, le rectum, les organes du pelvis. Et en fait, il y a un affaissement quand même de cette zone-là, parce que quand même, c'est ces muscles-là qui ont soutenu pendant 9 mois un utérus de plus en plus lourd. Et cette zone, c'est l'amortisseur de votre corps. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites du sport, elle est sollicitée. Donc, en fonction des sports que vous aimez pratiquer, Juliette, il faut vraiment faire cette rééducation périnéale, prendre le temps. C'est auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute. C'est 1 à 2 fois par semaine. Ça va vous permettre vraiment de vous réapproprier votre corps, votre sexualité, votre intimité, votre périnée. Et ça, comme ça, vous reprendrez le sport sans danger. La rééducation abdominale, elle se fait qu'avec le kiné, sur ordonnance également. Et c'est une dizaine, une vingtaine de séances, une quinzaine de séances pour apprendre à utiliser ses abdos correctement, parce qu'à cause de la grossesse, les abdos, ils sont très étirés. Alors souvent les mamans elles disent: ah, j'ai plus d'abdos. Si, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Mais en revanche, ils sont très étirés. Et ils se programment dès qu'on les utilise pour pousser. Ils sont programmés pour l'expulsion. Donc, ça veut dire que souvent après la naissance, ils restent programmés comme ça, les coquins. Donc, quand on éternue, qu'on rigole, qu'on soulève quelque chose de lourd, et vous allez soulever des choses lourdes, même si vous allez laisser chéri prendre les packs d'eau, mais souvent, quand on prend le bébé dans sa nacelle, ça peut déjà être très lourd. Et ça sollicite les abdos. Et si les abdos ils continuent à pousser sur le périnée, on n'est pas bon. Donc, la sage-femme va commencer à vous sensibiliser à ça. Déjà, finalement, on vous sensibilise à ça au moment de travailler un peu la poussée. Hein, c'est les abdos qui poussent pour ouvrir sur le périnée, pour aider l'enfant à descendre dans le périnée, sur le périnée. Ok ? Et après, il faut vraiment comme reprogrammer ces abdos et leur fonctionnement. On ne veut pas d'inversion de commande. Mais vraiment, c'est tellement important. Je peux vous dire que nous, en tant que sage-femme, on suit des femmes de tout âge et que parfois on rencontre des dames qui ont 50, 55 ans, qui n'ont pas eu la chance que vous avez d'avoir eu cette proposition systématique de rééducation périnéale qui est prise en charge à 100%
par la sécurité sociale, que ce soit le périnée ou les abdos, eh bien, ces dames-là ont gardé une inversion de commande, par exemple, il suffit d'avoir un petit accouchement difficile, par exemple, et là, à 55 ans, par exemple, allez, on peut avoir des fuites urinaires. Donc, il faut faire de la rééducation, du coup, à cet âge-là, parfois des interventions chirurgicales pour des descentes d'organes. Donc, quand vous faites la rééducation périnéale et abdominale post-accouchement, c'est vraiment pour votre santé de femme, pour toute votre vie. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Et normalement, votre sage-femme, elle vous en parle pendant la grossesse. Alors, je regarde s'il y a de nouvelles questions. Bonjour, pouvez-vous parler du baby blues? Mais bien sûr, merci pour cette question, Lauriane. Alors, le baby blues, c'est censé être une phase courte qui commence au 3e jour après la naissance, une phase courte de déprime, de sentiments qui s'en mêlent, de joie intense et en même temps parfois de pleurs, un peu de tristesse liée à l'arrivée de l'enfant, à l'arrivée du bébé. Et on met dans ce terme baby blues un peu de fatigue, un peu d'hormones, un peu de découverte de l'enfant et voilà. Voilà, donc, et on vous dit ça passe, c'est normal, ça passe. Alors, ce que j'aime bien dans parler du baby blues, c'est de dire, c'est en effet cette période tout proche de l'accouchement, il y a peut-être une joie immense, mais c'est vrai que c'est teinté parfois de tristesse, de fatigue, de sentiments ambivalents, mais moi je crois que c'est quelque chose que vous connaissez déjà pendant la grossesse. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont des grossesses merveilleuses, magnifiques, roses de A à Z, mais quand même la plupart des femmes que je rencontre, elles ont des grossesses où il y a plein d'émotions ambivalentes, de sentiments contradictoires qui les traversent et qui les amènent parfois à être dans la joie ou parfois dans la tristesse, bon, ma foi. Donc, si vous voulez, c'est la même chose, mais ça s'intensifie. C'est décrit, observé comme apparaissant autour du 3e jour et disparaissant au bout de quelques jours. D'accord ? Ça veut dire que le critère important à retenir, c'est que le baby blues, c'est quelque chose de normal mais de bref. La différence entre le baby blues et la dépression postnatale, parce qu'on m'a posé aussi dans les questions, on m'a demandé d'aborder la dépression postnatale. La dépression postnatale, c'est que ça va durer... Déjà, en général, ça commence plus autour d'une quinzaine de jours après l'accouchement. Donc ça, c'est en observant les mamans. Hein, c'est les études, c'est comme ça, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Donc ça commence plus autour du 15e jour. Ça apparaît plus autour du 15e jour. Et ça dure dans le temps. Ça dure. Et donc... comme toutes les ascenseurs émotionnels qui durent, parce qu'on parle de ça, ben ça fatigue. Et donc, on est dans une espèce de spirale noire comme ça, d'où le terme dépression. Et voilà, elle commence dans la phase postnatale. Donc, en fait, la période postnatale, le postpartum dont on parle aujourd'hui, c'est une phase très sensible. Moi, où j'ai envie de dire que les femmes, elles sont comme émotionnellement à vif, ça veut dire sans protection. C'est comme si votre cœur, votre âme était grande ouverte suite à l'ouverture nécessaire pour la naissance. Et il y a besoin d'un temps pour reconstruire différemment des nouvelles barrières, des nouvelles protections autour de vous, parce que vous avez changé profondément, vous devenez une maman, une nouvelle personne, et que vous devez intégrer dans votre intimité votre enfant, donc avec le conjoint aussi. Donc dans cette phase-là, c'est vrai que il peut ressortir des souffrances, des douleurs, peut-être que vous aviez avant, ou que vous n'aviez pas osé approfondir avant. Et donc là, voilà, j'ai cette image à vif, quoi, émotionnellement à vif. Donc ça amène quoi ? Ça amène son lot
d'incompréhension, on peut se sentir seule, on peut se sentir incomprise, on peut se sentir jugée, comme susceptible, vous savez, à fleur de peau. Alors, on peut connaître ça pendant la grossesse, ok, mais là, on est encore multiplié. C'est ça, parce qu'en plus, il y a la fatigue, d'accord? Donc ça s'appelle ce soir le postpartum positif, et je suis en train de vous parler de tout ça. Pourquoi j'ai voulu, et on a voulu avec l'équipe de 9 mois appeler ça le postpartum positif? Parce qu'il y a forcément du bon à traverser une épreuve comme ça, parce que c'est une épreuve quand on est ouvert comme ça, puis qu'on doit s'adapter à tout. Donc le bon, c'est l'amour avec votre enfant, mais c'est aussi le chemin que vous allez traverser à l'intérieur de vous et qui va vous faire devenir mère. Ça se fait selon l'histoire de chacune, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de souffrance. Il n'y a personne qui n'a le droit de vous juger, personne. La seule chose, c'est à un moment donné, peut-être trouver la force de vous ouvrir encore un peu plus et d'en parler pour avoir de l'aide. Voilà, avoir de l'aide. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est justement un aveu, une preuve peut-être de maturité. La maturité, la sagesse de la maman que vous devenez. Voilà, vers des gens qui sont déjà passés par là, vers des professionnels. Voilà, c'est vous qui allez sentir. Comment éviter la séparation des abdominaux après la naissance? Alors, ça porte un nom, cette séparation, comme vous dites Sophie, c'est un diastasis. C'est un écartement en fait entre les abdominaux qui se situent sur la ligne médiane ici. Alors, ça va se travailler avec votre kiné en rééducation abdominale. En postnatal, l'éviter, je ne sais même pas si limiter la prise de poids peut l'éviter parce que c'est vraiment lié en fait à l'utérus qui grandit et qui étire, c'est un peu l'anatomie de chacune. Donc oui, limiter la prise de poids pour pas que le bébé soit trop fort non plus et qu'un l'utérus soit trop gros, mais vous voyez, il y a par exemple des mamans qui attendent des jumeaux qui vont pas forcément avoir un diastasis. Et il y a d'autres mamans qui ont juste un enfant dans le ventre et qui vont avoir un diastasis. Donc il y a une question d'anatomie là-dedans. Peut-être aussi vous conseiller quand vous vous relevez, mesdames, de passer sur le côté et de vous pousser avec vos bras pour vous relever. Ça, c'est super important. Ne vous relevez pas comme ça, toute droite, quand vous êtes allongé sur votre canapé ou sur votre lit, parce que vous avez dû le remarquer, c'est là que vos abdos prennent une forme en pointe comme ça. Et trop bizarre, le ventre, il devient en triangle comme ça. Donc ça, non. On veut qu'il reste rond. Et donc, vous tournez sur le côté et vous poussez comme ça. Alors, on continue. Coucou. Est-il vrai qu'on ne peut pas mettre de patch contraceptif lorsque l'on allaite? Merci à toi. Alors, la contraception, quand on allaite, c'est contraception par hormones. Il faut que ça soit microprogestatif. Il n'y a pas toutes les hormones qui vont avec l'allaitement. Donc, il faut voir ce que c'est ces patchs. Ça dépend de quel patch on parle, mais il faut que ça soit une contraception microprogestative. Toutes les hormones ne peuvent pas être prises pendant l'allaitement, sinon ça passe dans le lait, donc chez l'enfant. Voilà, microprogestatif. Bonsoir, merci pour ce live, avec plaisir. Enceinte de mon petit 3e, je redoute le postpartum et les nuits courtes avec bébé. Comment tenir le choc pour gérer le quotidien avec 2 aînés bien énergiques? Alors, donc, alors, ça c'est super intéressant comme question parce que déjà vous avez l'expérience, vous avez déjà traversé 2 postpartum. Alors, déjà, comment va être ce 3e enfant? Peut-être que vous n'aurez pas ces problèmes de nuit, peut-être que vos 2 premiers, ils ont été très énergiques et que le 3e ne va pas se comporter forcément comme les 2 premiers. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite, voilà, qu'il soit calme et détendu. Donc c'est sûr que plus vous allez être calme et détendu, plus ça va l'aider. Mais c'est vrai que vraiment déjà de ne pas se projeter dans il va être comme les grands, parce que c'est peut-être pas le cas. Et vraiment, il y a plein de parents pour témoigner qu'il y a des enfants faciles, et pas d'autres difficiles, mais d'autres qui ont un rythme plus
plus long à mettre en place, quoi, où on a moins de sommeil. Donc, essayons de rester déjà dans les projections sur un bébé qui va dormir. Déjà, ça aide. Ensuite, comment tenir le choc? Franchement, à part demander de l'aide pour tout, mais pour le ménage, pour vous préparer des petits plats, préparez-vous des plats congelés, voilà, préparez-vous tout ça en avance, en fait, anticipez. Et après, bon, ça c'est conseil facile, c'est est-ce que vous arrivez à dormir en journée en même temps que vos enfants, si les 2 premiers ils sont gardés. Moi je pense qu'il faut essayer de s'organiser et de vraiment vous faire aider au niveau déjà de l'intendance, de la logistique. Et ensuite l'alimentation, on le dira jamais assez, il faut vraiment bien s'alimenter dans le postpartum. Vous avez tout donné pendant la grossesse, vous avez tout donné pendant l'accouchement, donc il y a aussi un peu cet effet contre-coup. Et là, selon comment se comporte l'enfant, si on a plus ou moins de sommeil, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est normal de redouter le postpartum, surtout quand on l'a traversé 2 fois et que la situation a été ce qu'elle a été pour vous, peut-être avec des enfants énergiques. Mais vraiment, on ne sait pas comment sera votre 3e enfant. Ça peut être plus simple. Ensuite, vous avez plus d'expérience aussi. Donc, vous allez peut-être gérer aussi encore mieux, puisque c'est la 3e fois. Et surtout, est-ce que vous avez demandé de l'aide les premières fois? Si oui, demandez-en encore plus. Et sinon, osez demander. Voilà. Alors, peut-on devenir enceinte après 2 jours? Peut-on ressentir être enceinte après 2 jours de conception? Alors, ce qui est sûr, c'est que les hormones de grossesse, elles viennent assez rapidement. Ressentir dans votre cœur, je suis persuadée que oui. Voilà, moi je vous fais confiance. Voilà. Et après, pour tout ce qui est voir le cœur du bébé, il faut attendre un bon mois à l'échographie. Pour la prise de sang et les analyses d'urine, si vous faites un test urinaire de grossesse, donc on conseille d'attendre au moins 1 semaine, la prise de sang aussi. Mais ressentir dans votre cœur, oui. Surtout si vous savez, si vous êtes par exemple sur un parcours FIV, je ne sais pas quel est votre cas, hein, mais parfois on sait exactement quand il y a, quand on est stimulé, on sait quand est-ce qu'il y a une ovulation, on sait quand est-ce qu'on a le rapport. Et moi je sais que j'ai plein de patientes qui m'ont dit j'ai tout de suite su. Donc moi je vous fais confiance. Charismatique, c'est joli comme pseudo. Comment les papas vivent les postpartum généralement? Mais vous m'aviez posé aussi une question, Léonie, je l'ai notée. Alors attendez, ça me fait trop plaisir que vous posiez plusieurs questions. Vous m'aviez dit aussi comment gérer une chute d'hormones qui nous fait nous sentir mal. Donc voilà, je vais répondre déjà à votre première question. Je ne sais pas si elle se gère la chute d'hormones, je pense qu'elle se traverse. Mais pour expliquer aux mamans qui n'ont pas encore vécu ça, c'est vrai que la chute d'hormones, parce qu'on n'est plus enceinte, et puis la venue des hormones si on allaite, hein, il y a des grands mouvements comme ça, à chassé-croisé d'hormones, ça joue sur le cerveau, et ça va avoir un impact sur tout le corps. Donc il y a comme ça vos cheveux qui peuvent tomber, on peut avoir les gencives qui se rétractent, plein de trucs bizarres dus aux hormones. Et d'ailleurs ça me fait penser au premier trimestre de la grossesse, vous voyez, ça me fait penser ce 4e trimestre à une roue, à un cycle. Et vous savez, le début de grossesse, le premier trimestre, il n'y a que vous qui savez que vous êtes enceinte en général, mais il y a des trucs de fou qui vous arrivent, voilà, les odeurs qui vous dérangent, vos cheveux qui peuvent devenir magnifiques, l'humeur qui part dans tous les sens comme ça. Et bien voilà, le postpartum, on peut revivre un peu ces grands mouvements hormonaux et ça déclenche des choses dans votre corps et dans votre tête, votre mental, votre cerveau. Donc, se sentir mal dans le postpartum, Léonie, c'est vraiment déjà commun. Voilà quoi, vous avez le contre-coup, j'en parlais tout à l'heure, de la grossesse, selon comment s'est passée votre grossesse aussi, parce je ne sais pas si vous pensez souvent
aux mamans qui sont dans les services de grossesse pathologique, aux mamans qui sont alitées, quel lapsus, qui sont alitées pendant plusieurs mois de la grossesse, ou alors les accouchements un peu compliqués, mais dans ce cas-là, il y a quand même aussi un contre-coup physique, émotionnel. Donc souvent, c'est vrai, on est traversé par des émotions compliquées. Mais il faut se laisser traverser. C'est l'instant Bouddha. C'est peut-être ça une des clés pour pas sombrer. Parce que si on garde comme ça des sentiments négatifs, des douleurs, des questionnements, ben, ça plombe, ça alourdit. Et on a ce petit bébé à s'occuper. Donc, l'idée de se laisser traverser, c'est déjà d'être prête à ressentir plein de choses comme pendant la grossesse. C'est vrai que dans la grossesse, il y a cet émerveillement il n'y a pas que l'émerveillement, mais il y a aussi cet émerveillement du corps qui change. Mais là, voilà, ça va être tous les jours essayer de se focaliser sur les choses positives. Et puis, j'ai envie de dire, avoir de l'indulgence pour votre entourage qui n'est pas dans votre corps et dans votre esprit et qui, en effet, peut-être ne comprend pas ce que vous traversez. Mais alors, il faut essayer de l'expliquer le mieux possible. Et les papas, comment ils vivent le postpartum, pour répondre à votre deuxième question, eh bien, forcément différemment de vous, mais forcément aussi très intensément, parce que toute leur vie change, leur rythme change, et ils vous voient aussi continuer à changer, traverser ce 4e trimestre sans forcément avoir les clés pour vous soutenir. Et donc, c'est pour ça que là, allez prendre l'expérience de gens qui sont passés par là, allez consulter un professionnel de santé, c'est essentiel et vraiment, j'invite les papas à aller avec vous à ces entretiens avec la sage-femme, avec le gynécologue, avec le pédiatre. Vous êtes entouré de professionnels en postnatal et il peut y avoir des consultations pour le papa seul, pour la maman seule, mais vraiment envisager cette période comme une période où c'est normal de demander de l'aide. Mais l'aide, c'est simple, c'est vous prenez votre téléphone et vous dites à votre sage-femme, coucou, voilà, là j'aimerais bien faire une consultation avec vous, j'ai pas mal de choses à vous dire. Souvent, on parle pas mal de l'enfant en rééducation périnéale, mais on doit aussi faire la rééducation périnéale, donc rien ne vous empêche de faire une consultation dédiée à cette nouvelle parentalité. Peut-être une fois seule, une fois le papa seul, voilà. Les sages-femmes sont créatives et sont là pour vous accompagner. Et il n'y a pas un accompagnement qui ressemble à un autre parce que vous êtes unique, vous avez une histoire familiale unique, votre conjoint est unique aussi et il devient papa aussi, donc ça brasse, ça remue et il a la fatigue aussi. Quand on manque de sommeil, lui aussi il manque de sommeil. Donc c'est aussi des ascenseurs émotionnels pour le papa. Donc il peut être aussi accompagné par la sage-femme. Voilà. Et positif dans le sens où ça c'est une expérience que vous allez vivre en couple. Voilà, vous allez grandir, vous allez maturer, chacun en tant qu'individu et ensuite en couple. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on se sépare, là c'est facile parce qu'il y a cette fatigue, il y a le fait d'être chacun dans son évolution, donc on ne sait pas si on est bien compris par l'autre. Donc on le dit tout le temps, il faut communiquer, mais quand on est crevé, on n'a pas envie de communiquer. Donc allez peut-être voir la sage-femme, le conjoint aussi, et il y a un moment où vous arriverez à parler. Alors, je continue. Coucou, enceinte de 8 mois, c'est Marina. Pour la première fois, comment savoir quand partir à temps à la maternité? Ah, ça nous fait une petite pause dans le postpartum. Mais je ne peux pas ne pas répondre, Marina. Donc déjà, vous saurez à quel moment il faut partir, n'ayez aucun doute. Ensuite, vous partez si vous perdez les os. Donc vous pouvez soit avoir une petite fissuration comme ça avec un petit peu d'eau qui coule. Vous dites tiens, qu'est-ce que c'est? Vous changez tous les sous-vêtements. C'est encore un peu mouillé une demi-heure après. Allez, on va voir les sages-femmes. Vous pouvez perdre l'eau vraiment sans avoir aucun doute. Donc là aussi. Ou alors, si vous avez des contractions, donc depuis 1h30, 2 heures, rythmé, toutes les 10 minutes, 5 minutes, voilà, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est ça les motifs de consultation pour un début de travail. Dans les grandes lignes, c'est la perte des os, fissuration de la poche des os, ou alors les contractions. Et n'ayez pas peur d'y aller pour rien à la maternité. Vous savez, parfois on arrive à la maternité, on a des contractions.
ça s'arrête, et puis ça reprend, et puis même la sage-femme dit on va prendre le temps, on va observer, on va faire un monito, et elle vous dit vous restez en chambre avec nous, ou alors vous rentrez chez vous, si vous habitez loin, pas loin. Voilà, vraiment ça se passe dans la communication, ça va bien se passer, je vous fais confiance. Bel accouchement en tout cas, et belle fin de grossesse. Leïla nous demande si les sciatiques disparaîtront après l'accouchement. Alors, il y aura moins la pression déjà du poids de l'utérus, la modification du corps, ce squelette comme ça, notre squelette qui doit porter cet enfant. Donc, normalement, déjà, quand on enlève la compression, ça devrait aller mieux. Mais ça peut toujours rester, mais pour récupérer, ça sera plus facile sans le bébé dans le ventre, parce qu'il n'y aura pas cette compression. Mais courage, hein, parce que c'est vrai que pendant la grossesse, à part quelques séances de kiné, se préserver un peu en évitant certains mouvements, mais c'est vrai que la sciatique, c'est vraiment embêtant. Donc courage, et oui, je pense que ça vous devriez récupérer plus facilement dans le postpartum. Voilà un point positif, merci Leïla. Claire nous demande, y a-t-il des aliments à privilégier lors du postpartum? Bah oui Claire, tout ce qui est plein d'énergie, plein de vitamines, donc ça va être les fruits, les légumes, les jus. Alors si vous allaitez, faites attention parce que si vous consommez quelque chose en grande quantité et que vous repérez qu'ensuite votre bébé il se tortille, il n'est pas bien, ça peut lui donner peut-être des coliques. Donc peut-être bien consommer les choses de manière équilibrée, pas trop de jus d'orange par exemple. Évidemment, si vous pouvez consommer des fruits frais, légumes frais, c'est toujours bien. Beaucoup boire, vraiment boire beaucoup d'eau pendant la grossesse et pendant le postpartum, c'est tellement important. Vous allez éviter les infections urinaires, vous allez vraiment drainer l'œdème, c'est essentiel. Donc voilà. Et là, on arrive sur une période chouette pour les fruits et légumes. Donc, principalement, ce sera ça. Alors, que pensez-vous du petit ballonnet pour préparer son périnée? Ah, c'est marrant cette question. Mais j'en sais rien. Je sais pas. J'étais en train de regarder ça la dernière fois. Je pense, j'ai vu que les retours étaient fantastiques, que les mamans étaient vraiment ravies. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, c'est un dispositif en fait qu'on place dans le vagin pendant la grossesse, pas complètement à l'intérieur du vagin en fait, mais qui rentre un peu dans le vagin et c'est comme un ballon et on va gonfler ce ballon et donc progressivement en plusieurs séances. Donc c'est conseillé de le faire avec un professionnel de santé, mais je crois que vous pouvez vous le fournir tout seul. Et donc c'est pour étirer le périnée. Bon, visiblement il y a certaines de mes consoeurs et certaines patientes qui sont en demande de ce dispositif. Moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé avec une patiente. Voilà, je peux pas avoir d'avis sur la question, je suis désolée parce que je n'ai pas moi-même l'expérience de ce dispositif-là et je sais pas vous dire quelles ont été les études et s'il y a eu des études scientifiques parce que vous savez que nous, on regarde beaucoup les études. Donc c'est ça qu'il faudrait que je regarde, c'est s'il y a eu des études et s'il y a une efficacité démontrée. Voilà, parce que ça c'est le plus important, c'est ça, c'est qu'il y ait scientifiquement une preuve de l'utilité de ce ballonnet. Et puis après, il y a juste une chose qui me vient, c'est vraiment, il faut être à l'écoute de son corps et pas forcer les choses. Voilà. Donc voilà, regardez pour avoir une meilleure réponse que la mienne, s'il y a eu des études scientifiques et s'il y a une preuve démontrée. Et mon conseil, c'est de ne pas l'utiliser seul. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de risque d'infection, il faut pas que ça agresse votre corps, ça pourrait donner des contractions, tout ça. Même si ça s'utilise en fin de grossesse, je sais. Donc voilà, prudence, mais c'est vrai que ça appelle la curiosité. Autre petite question, je souhaite allaiter ma petite. Comment bien intégrer le papa? J'ai peur qu'il se sente mis à l'écart.
Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il se sente à l'écart si il intègre lui-même que sa place en tant que père est la même que pendant la grossesse, pendant l'allaitement, c'est-à-dire autour de vous et du bébé. Voilà, ça c'est vraiment une image qui moi me parle, j'espère qu'elle vous parlera aussi. Vous voyez vraiment pendant la grossesse, quand le conjoint ou l'accompagnant est là, il est vraiment autour de la mère et de l'enfant, vraiment pour vous sécuriser. Voilà, et bien pour l'allaitement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une maman allaitante qui se sent en sécurité, mais toutes ces histoires d'hormones et tout dont on a parlé, ça sera que positif et ça peut que favoriser l'allaitement. Donc peut-être lui dire ça, lui dire que son rôle, en vous sécurisant, va favoriser en fait les montées de lait. Et puis voilà, c'est une organisation aussi à avoir, vous verrez, le jour, la nuit. Où est-ce que votre enfant va dormir? Est-ce qu'il peut vous aller le chercher, effectuer le change de la couche s'il y a besoin, et pendant que vous vous préparez avec tous vos coussins, ou est-ce qu'au contraire la nuit vous allez le laisser dormir parce que vous allez être à part avec l'enfant. En tout cas, il y a normalement des séances dédiées à la préparation à l'allaitement pendant la grossesse. Je trouve ça chouette quand les papas viennent à cette séance-là, parce que je pense vraiment qu'il faut qu'ils comprennent où est leur place et qu'elle est autour. Et qu'il y a plein de petites choses à faire pour vous faciliter la vie à vous et à l'enfant. Voilà, et puis voilà, et puis en faisant bien le distinguo jour-nuit pour pas que non plus que vous soyez crevés tous les deux et que quand quelqu'un récupère, l'autre puisse prendre le relais. Je pense que cette alternance, quand on a la chance d'être accompagné, elle est intéressante. Alors, des interdictions alimentaires lorsque l'on allaite. Alors, alimentaire, non, plus comme pendant la grossesse, ça qui est chouette. Par contre, l'alcool passe. Tout ce qui est excitant, café, tout ça, voilà, vraiment à limiter le matin, un petit café, ça c'est ok. Après, non, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, toutes les histoires de toxoplasmose, tout ça, c'est plus comme pendant la grossesse. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Ça aussi, c'est positif. Attention aux médicaments. Alors là, par contre, c'est le même délire que pendant la grossesse. Pas d'auto-médication, ça c'est sûr. Et c'est à peu près les mêmes médicaments qu'on peut prendre, vous savez, les premiers antalgiques, les antispasmodiques. Voilà, si besoin. Mais on prend un avis médical. Alors, un petit hors-sujet d'Amel, mais bien sûr, pas de problème. Non, mais en plus c'est dans le thème, Amel. Vous nous demandez, en accouchant en juillet, comment habiller bébé. Donc c'est le postpartum, non? Ça allait très bien cette question. Ok, alors que ça soit en plein hiver ou en plein été, pour les 24-48 premières heures, il vous faut couvrir votre enfant. Très chaud. Parce qu'il sort de votre corps où il fait 37 degrés. Et je ne sais pas où vous habitez, mais à moins d'être à Dubaï, voilà, bon, on est rarement à 37, donc il faudra bien habiller votre enfant à la maternité. On vous conseille souvent la petite couverture en laine, trop mignonne, qui va bien, que vous garderez après. Le bonnet, très important, parce qu'en fait, l'enfant va réguler la température beaucoup par le cuir chevelu. Et puis le pyjama velours. Ça, c'est le classique, les chaussettes, tout ça. Donc ça, c'est vrai même au mois de juillet, vous voyez. Et ensuite, à la maternité, il y a la climatisation. Donc parfois, vous la faites fonctionner tout doux, vous mettez le bébé loin. Donc il fait quand même, il y a une fraîcheur dans la pièce. Donc vous savez, quand il y a les clims, il faut bien habiller les enfants. Et surtout, jamais que ça souffle sur eux. C'est évident. Vous allez devoir éviter de sortir votre enfant pendant les grandes chaleurs ou sous le soleil, c'est impossible, quoi. Ils sont tellement fragiles, donc entre 10h et 16h, il faut rester à l'ombre. Donc ça veut dire que quand il fait très chaud, il sera long et vous pourrez le sortir plus facilement le matin tôt ou le soir, et il fait un peu frais. Donc il faut quand même prévoir de pouvoir couvrir cet enfant.
Et puis voilà, prévoyez surtout une moustiquaire en juillet, j'ai envie de vous dire. Parce que ça, c'est vraiment embêtant avec les bébés. Voilà, alors il n'y a pas de produit anti-moustique qu'on peut leur mettre d'ailleurs quand ils sont tout bébés comme ça. Donc ça aussi, il faut faire que des choses indirectes. Parce que c'est un peu embêtant les moustiques l'été. Et ensuite, donc vous verrez, si l'enfant a trop chaud, eh bien, il devient tout rouge, il pleure, il a les cheveux tout mouillés. Donc vous enlevez successivement les couches de vêtements. Et puis pour le faire dormir, il y a des gigoteuses d'été. Vous le mettez en body. Donc dans tout ce qui est en coton, c'est assez respirant de toute façon. Donc ça fait partie de l'apprentissage, de la découverte de votre enfant. Vous allez voir. Après, souvent, ils ont les mains froides. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont froid. C'est juste parce que la circulation sanguine, au départ, elle est un peu immature. Donc, il y a des extrémités froides comme ça. Non, un bébé qui a froid, il va il va devenir bleu au niveau des lèvres, il va se marbrer un peu, on le voit, hein, donc voilà, je suis sûre que vous saurez comment faire. Alors, bonsoir. Si à la naissance du bébé, le lait ne monte pas, que doit prendre le bébé pour se nourrir jusqu'à ce qu'il y ait la montée de lait? C'est Hope qui nous dit ça. Bonsoir. Alors, il y a 15 jours, on a parlé de l'allaitement et vraiment, il faut s'attendre à ne pas avoir de lait et c'est tout à fait normal pendant les 48 premières heures, voire 72 premières heures. Ok? Donc, il n'y a pas rien dans vos seins à ce moment-là. Il y a du colostrum qui est une substance en fait moins grasse que le lait, mais qui va aider le bébé à commencer à digérer parce que dans votre ventre, il digérait du liquide amniotique. Donc, laissez-le téter ce colostrum sans crainte qu'il ne soit pas nourri. Ça va le nourrir. Et surtout, c'est ça qui va stimuler la montée du lait. Et c'est ça qui fera que vous aurez un bon allaitement après. Ok? Donc, il va être mis au sein par vous, cet enfant, si vous le souhaitez, dès la naissance, dès les 2 heures de surveillance en salle de naissance. Vous pouvez mettre votre enfant au sein, aidé par l'auxiliaire de puriculture et la sage-femme. Et voilà, et ensuite vous le mettez à la demande, vous le laissez manger ce colostrum. Il va perdre du poids de toute façon parce qu'il doit se vider justement de ce liquide amniotique qu'il a digéré. Donc il y a toujours une perte de poids, même sur un enfant qui est nourri au biberon dès la naissance. Ce ne sera pas de votre faute, c'est pas parce que vous n'avez pas de lait, c'est normal cette phase. Et ensuite le lait arrive, la montée de lait arrive, les seins se tendent. Et là, l'enfant, il mange quelque chose de plus gras et voilà, il va prendre du poids. Donc, on ne donne pas de biberon dans ces 48-72 premières heures. Au contraire, on vous invite à beaucoup le mettre au sein. Ça, c'est super important. Ok? Alors, Sophie souhaite allaiter son bébé, qui nous a posé la question tout à l'heure, qui va naître en juin. Est-il mieux de le faire dormir dans notre chambre ou conseillez-vous de le faire dormir dans sa chambre? Alors, franchement, moi, je vous fais confiance. Vous le faites dormir où vous voulez votre enfant. Parce qu'il faut que vous soyez surtout à l'aise avec l'endroit où il dort. Parce que il y a toutes les craintes qu'on peut avoir sur, par exemple, la mort subite du nourrisson. Donc, si au fond de vous avez la crainte que votre enfant ne respire pas, ça ne sert à rien de vous faire violence et de le mettre dans une autre pièce. Il faut vraiment respecter un temps pour vous sécuriser l'un l'autre et vous sentirez vraiment, c'est vraiment pas une réponse en l'air, hein, c'est vraiment une réponse sérieuse. Vous allez sentir ce que vous serez capable de faire une fois qu'il sera là. C'est-à-dire que vous allez sentir si vous êtes capable de dormir dans 2 pièces différentes. Peut-être même ça va vous faire tellement bien, parce qu'ils font plein de petits bruits les bébés, et vous serez super à l'aise, ou au contraire vous ne pourrez pas, ça vous angoissera. Et bien les deux se respectent, et les deux évolueront, et voilà, il y a des moments où on doit dormir avec son enfant, quand il a de la fièvre plus tard, et ben on le surveille, c'est plus facile de l'avoir près de soi. Il y a des moments où on a besoin de son espace, donc si on a la chance d'avoir sa chambre, et qu'on est à l'aise avec ça, ben c'est ok. Mais c'est sûr que quand on allaite la nuit, il faut penser son organisation. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que parfois, il y a des mamans qui mettent un petit lit d'appoint dans la chambre du bébé pour pouvoir, dans la nuit, se lever, lui donner le sein et se laisser s'endormir avec l'enfant
Voilà, il y a des mamans qui prévoient le cododo. Ça c'est bien aussi le cododo, je trouve. Vous avez votre enfant près de vous, mais il est dans son espace, donc il ne vous gêne pas. Franchement, en tout cas, il n'y a rien de grave à le garder ou pas le garder. Voilà, il faut juste coucher les enfants sur le dos. C'est très important par rapport justement sur les recommandations par rapport au risque de mort subite du nourrisson, donc il y a un syndrome inexpliqué, un arrêt cardio-respiratoire. Mais on sait que voilà, pour éviter les étouffements, déjà, de coucher l'enfant sur le dos, c'est vraiment, vraiment primordial. Je ne souhaite pas allaiter mon bébé, c'est Joanne qui nous dit ça, mais faire uniquement la tétée de bienvenue, cela pose-t-il problème? Mais absolument pas, absolument pas. Absolument pas, c'est régalez-vous, ça sera merveilleux. Je vois pas à qui ça peut poser de problème. De toute façon, comment ça se passe sur le terrain, en fait, vous allez accoucher, ça va être merveilleux. Et simplement, l'équipe va vous demander est-ce que vous souhaitez allaiter votre enfant. Et vous pourrez dire pas sur le long terme, mais c'est vraiment la tétée d'accueil, la tétée de bienvenue, c'est quelque chose d'important pour moi. Ils vous aideront comme si vous alliez faire un allaitement au long cours, en vous montrant la position, en vous installant, voilà, en vous aidant. Et puis peut-être que vous aurez envie de prolonger pendant quelques heures, jours, ou pas du tout. Et vraiment, vous serez accompagné dans votre choix. Alors, que pensez-vous du coussin anti-tête plate pour un nourrisson? J'ai l'impression que ça marche pas super en fait. J'ai vu plein de patientes qui les ont pris, je les voyais dans les poussettes, quoi, dans les landaux. Et je ne sais pas si c'est super efficace. Là encore, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui prouve l'efficacité? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé sur ce sujet-là. Je ne peux pas tout regarder. Ce qui est important, c'est de garder en tête. Donc votre question elle est super importante. Ça me permet d'aborder le thème de la plagiocéphalie. Plagiocéphalie, c'est le terme qu'on emploie pour parler des bébés qui ont la tête plate. La tête plate, c'est parce que l'enfant il a été beaucoup dans la même position. Donc, ou alors qu'il y a eu un facteur qui a favorisé aussi, qui est toujours la même position, comme par exemple le torticolis du nouveau-né, qui n'est pas toujours diagnostiqué par les pédiatres et par les sages-femmes, parce qu'en fait, un bébé, quand il vient au monde, il est tout mou encore, donc il a des positions un petit peu comme ça, pliées, vous voyez, hein, le nouveau-né, comment il est. Mais si vous remarquez, c'est vous qui allez poser le diagnostic, si vous remarquez que votre enfant, il a toujours la tête d'un côté, vous voyez, ça c'est qu'il a du mal, qu'il ne peut pas aller de l'autre côté, il faut absolument le signaler à votre pédiatre, parce qu'en 20 minutes de consultation, le pédiatre, il ne le verra peut-être pas. Et plus c'est diagnostiqué tôt, plus on peut faire des séances de kiné, assouplir les muscles, et ainsi, votre enfant ne va pas développer la tête plate parce qu'il sera bloqué d'un côté. Ensuite, on déconseille de laisser trop longtemps les enfants dans les transats qui seraient un petit peu trop durs, hein, s'ils reposent sur du dur. Il faut coucher votre enfant sur le dos la nuit, mais en journée, quand vous êtes avec, s'il est sur vous, mettez-le sur le ventre. C'est bon pour la digestion et au moins il n'appuie pas sur la tête. Mettez-le sur le côté aussi. Voilà, le changer de position, ça va l'aider beaucoup pour sa digestion et ça évite d'être toujours appuyé sur le même endroit. Donc ça, c'est une chose pour éviter la plagiocéphalie. On mobilise l'enfant, sauf la nuit quand on n'a pas l'œil sur lui, il dort sur le dos. C'est les recommandations. La deuxième chose, c'est qu'on ne laisse pas un enfant avec un coussin, même si c'est un coussin anti-tête plate, seul, pour éviter le risque d'étouffement. Alors ça paraît peut-être bête, j'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère le faire. Donc l'idéal, c'est que le coussin soit sous le draus. S'il y a un draus, pour bénéficier de la forme du coussin si vous avez un truc anti-tête plate. Mais par contre, voilà, faites attention parce qu'il peut se l'envoyer facilement sur la tête. Alors, ma sage-femme, Mélissa, m'a préconisé de faire dormir mon bébé sur le côté avec un cale-bébé. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, je pense que peut-être... déjà, je pense que c'est bien, comme je viens de le dire, de mobiliser le bébé, de lui proposer plusieurs positions, mais quand vous le surveillez. Sinon, la nuit, quand vous dormez, la recommandation, c'est sur le dos. Après, est-ce que vous avez un enfant peut-être qui régurgite? Quel âge a votre bébé? Je ne sais pas. Donc, mais je suis sûre que si votre sage-femme
vous a préconisé à vous, en vous connaissant et en connaissant votre nouveau-né, ce système-là, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. J'ai entièrement confiance en ma consoeur. Il y a des cales bébés en effet qui se vendent. Donc c'est des systèmes pas mal. Voilà, l'important c'est si c'est, je sais pas pourquoi j'imagine un tout petit bébé, c'est qu'il faut éviter qu'il puisse se retourner sur le ventre, être coincé. Vous voyez, c'est toujours ces histoires d'étouffement. Mais bon, moi je fais confiance à ma consoeur et à vous. Donc en tout cas ça ne me choque pas et voilà, surtout si vous avez un œil sur lui. Alors, pour faire participer le papa à l'allaitement, je pense tirer mon lait. Et le papa peut donner le biberon de temps en temps, mais je compte toujours donner le sein en parallèle. Est-ce conseillé? Alors, c'est tout à fait possible. En revanche, ce qu'on conseille, c'est d'instaurer un tire-lait au bout d'un mois. Voilà, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de faire un allaitement exclusif au départ et d'instaurer le tire-lait une fois que votre corps aura bien compris le mécanisme, stimulera suffisamment de lait, que votre enfant ne confond pas la tétine avec le sein et qui peut absolument prendre les deux, ne pas rejeter l'un ou l'autre. Si vous pouvez attendre tous les deux, parce que ça concerne le papa aussi, un mois, c'est bien, c'est ça qu'on conseille. Voilà. Après, parfois, on instaure un tire-lait en début d'allaitement, mais parce qu'on a un bébé qui a du mal à tirer le lait, plutôt dans ce genre de situation. Après, c'est très chouette de tirer le lait. Vous tirez le lait, vous pouvez le garder au frigo, vous pouvez faire des réserves et les congeler. D'ailleurs, il y a une maman qui m'avait posé cette question en amont. Et donc, en fait, c'est bien. Vous faites vos petites réserves, comme ça peut être donné par le papa. Vous pouvez un petit peu aller prendre l'air et récupérer un peu d'autonomie. C'est cool. Donc, c'est un beau projet. Alors, bonjour, ce live sera-t-il disponible en replay? Oui. Alors, Mélissa nous dit que donc, son bébé va naître en juin. Et ah oui, c'est par rapport à la question sur le cas le bébé. Il n'est pas encore né, donc il va naître en juin. C'est pour éviter justement la tête plate. Voilà, c'est bien, c'est super. Ça veut dire si vous avez le cale bébé dans l'attirail, si vous avez besoin ou quand vous avez besoin de lui proposer la position sur le côté, vous serez équipé. Sinon, on fait avec des serviettes éponges, serviettes de bain, on les met en boudin comme ça, et avec ça, on met sous le draps et on fait un cocon où on fabrique son propre cale bébé aussi. Vous pouvez caler votre bébé, mais j'insiste, c'est sous le draps. Vous ne pouvez pas mettre des choses dans le lit du bébé. Attention, les doudous au pied du bébé et pas trop de doudous. Parce que les risques d'étouffement, c'est pour tout le monde. Et parce que même ça attrape la poussière et tout ça. Donc, on évite. Ok, merci pour les précisions, Mélissa. Alors, Colline, merci. J'accouche de bébé 2 pour novembre. Ils auront tout pile 2 ans d'écart avec ma fille. C'est un joli écart. C'est très joli parce que du coup, à 2 ans, j'imagine que votre fille, elle commence à avoir une petite autonomie et elle va en plus bien se rendre compte là, ça va être chouette. Félicitations en tout cas, Colline. Alors, conseillez-vous d'avoir un tire-lait pour éviter les engorgements? Si oui, comment l'utiliser lorsque l'on est en allaitement exclusif? Ça me permet, merci pour cette question, de répondre aussi encore à une maman qui avait posé une question en amont. Donc, le tire-lait pour éviter l'engorgement, pas forcément, parce que vous savez, le mécanisme de l'engorgement, c'est que le sein est plein, trop plein, et qu'il n'a pas été vidé. Et de tirer ce sein, déjà, ça peut faire mal, parce qu'en général, on n'est pas à l'aise avec un sein engorgé. Et ça va restimuler le fait de tirer. Donc, parfois, ça ne résout pas le problème. Donc, ce qu'on préconise quand il y a un engorgement, déjà, c'est de consulter, d'accord? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des placards rouges, que ça s'infecte, dans le pire des cas, qu'on fasse une lymphangite, pardon, j'ai touché le micro, une lymphangite ou un abcès. Donc, il faut vraiment déjà consulter. Ensuite, tout ce qui est chaud va vraiment
permettre au lait de couler déjà. Massage un petit peu aussi pour vider le sein manuellement. Déjà, ça va assouplir parce que tout de suite, utiliser un tire-lait, attention. Ensuite, le tire-lait, donc on vous le prescrit, sage-femme ou pédiatre. Alors, je vous préviens juste, le live va couper, mais je vais en relancer un derrière pour pouvoir répondre à vos questions. N'ayez pas peur, ça va couper. Comme ça, je reprendrai la question.